C'est quoi l'ordre de grandeur d'un tarif pour faire venir Metallica ou Rammstein sur un festival? On arrive facilement aux millions d'euros, voilà. Wow, même ok. plus des fois. Ok. Vous avez un pipeline de bière? Ouais, on a 4 km de pipeline de bière. Bon, là, on a explosé les records. On a fait quasiment 500 000 festivaliers, plus de 300 groupes accueillis. Le Hellfest, c'est une grosse machine, parce qu'on accueille 60 000 festivaliers par jour. Pour les amuser, on a 6 scènes avec quasiment 180 groupes répartis sur ces 6 scènes. Et sur une édition classique, l'édition 2024, on est à 42 millions d'euros de budget. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Very Backstage, un podcast dédié aux coulisses du monde de l'événementiel. Aujourd'hui, on accueille Eric Perrin, qui est directeur de la communication du Hellfest, un des plus gros festivals français, si ce n'est d'Europe, dédié aux musiques métal, hard rock et rock. Il va nous expliquer un petit peu les coulisses du festival. Juste avant que je commence l'interview avec Eric, n'hésitez pas à vous abonner et à liker le contenu pour nous soutenir. C'est important pour nous. Voilà. Bonjour Eric. Salut. C'est un plaisir de pouvoir échanger un petit peu. On commence en off ensemble. Est-ce que tu peux, rapidement, pour se lancer dans le bain, pour les gens qui connaissent pas vraiment le Hellfest, déjà nous dire un peu ton parcours? Comment est-ce que tu es venu au Hellfest et quel est le volume d'activité du festival qui est quand même une pièce maîtresse du monde festivalier français aujourd'hui, quoi? Du coup, moi, je me présente Eric, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis responsable de communication au Hellfest, donc je m'occupe de toute la partie, on va dire, promotion du festival, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers les médias, toute la gestion sur toute la communauté qu'on a autour du festival. Et je récupère aussi un peu depuis cette année un peu de programmation sur les scènes principales du Hellfest. Donc moi je suis arrivé stagiaire en fait au Hellfest en 2012, même festivalier en 2011. T'as commencé tout en bas directement. Ouais, j'ai commencé dans le public, on va dire. Voilà. Donc ouais, c'était en 2011 et j'ai passé un super moment, je me suis bien éclaté, j'ai vu des super groupes. Donc je suis arrivé en 2012 sur l'édition où on a on est installé actuellement avec le site du festival. Et ça a été l'année où on a eu les premières structures qui sont restées vraiment pour toute la durée qui restent toute l'année en fait pour permettre une facilité de montage. Et du coup, une fois que tu fais tout ça, après tu arrives, en 10 ans, du coup tu es directeur de la com du Hellfest, qui est en plus énorme en termes de volume. Donc du coup, je pense que tu as fait un gap en termes de responsabilité dans ton job, doit être hyper passionnant. Et ça donne quoi en termes de volume un peu du coup le festival? Enfin, aujourd'hui, tu gères quoi? C'est combien de nombre de festivaliers, combien de jours? Enfin, tu vois, dis-nous un peu le nombre de scènes que vous avez, raconte-moi un petit peu tout ça par rapport au festoche. Donc moi je suis arrivé en 2020 en tant que salarié à la com. Et donc le Hellfest c'est une grosse machine, parce qu'on accueille 60 000 festivaliers par jour, sur 4 jours, donc ça fait un total de 240 000 festivaliers. C'est énorme. Et pour les amuser, on a 6 scènes avec quasiment 180 groupes répartis sur ces 6 scènes en 4 jours. Donc ça fait une moyenne d'une dizaine de groupes par jour et par scène. Donc t'as des mecs qui sont dédiés par scène, qui doivent gérer tous les artistes au quotidien. C'est ça, on a des stage managers, enfin tout un écosystème Vous êtes combien à gérer au total? Alors nous en salariés, on est 26 salariés à temps plein. Donc c'est quand même une équipe assez conséquente. Belle machine. Pour un festival français. En général, on est plus autour d'une dizaine. On est une structure associative, donc on est une association loi 1901. Important de le préciser. Et chose importante, on est indépendant, puisqu'en fait 90% on va dire des recettes, plus 95% des recettes du festival sont liées en fait aux revenus à travers la billetterie, à travers la consommation sur le festival, donc tout ce qui est on va y revenir parce qu'il y a des vraies questions là-dessus. Et aussi le merchandising qui est notre troisième source de revenus sur le j'ai vu dans les after-movies et sur un reportage que j'ai vu il y a pas très longtemps justement que c'était une énorme source de revenus et que ça marchait énormément la partie merchandising. C'est fou quoi. Tout à fait, on a 2 personnes à temps plein à l'année qui travaillent sur cet aspect merchandising, et c'est lié en fait à toute cette culture métal où il y a un côté très fétichiste attaché à l'objet, au t-shirt, c'est un peu le trophée qu'on ramène en termes de chiffre d'affaires. Un festival de cette ampleur, si tu me donnes un ordre de grandeur, ça fait combien sur une édition? Sur une édition classique, l'édition 2024, on est à 42 millions d'euros de budget. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est une très très grosse machine, il n'y a pas d'équivalent en France, du moins. Je crois que les vieilles charrues qui sont derrière nous sont aux alentours d'un budget de 10 millions si je me trompe pas. Donc il y a un très gros gap fou. Par rapport au reste du milieu, quoi. Du paddock des festivals français. C'est ça. Et du coup, vraie question, quand on a ces volumes-là, donc forcément on doit avoir des groupes un peu
de très haute envergure qui viennent, etc. C'est quoi le concert le plus fou que tu as organisé, que tu as vu être organisé avec tes collègues? Quel artiste et pourquoi? Ouais, bah c'est un peu la course à l'échalote maintenant. Bah ouais. Celui qui fera le plus gros concert avec la plus grosse production, etc. Donc ce qui est bien, c'est que pour le public, c'est hyper cool en termes de visuellement et tout. Pour nous, ça demande plus de boulot aussi et ça coûte aussi plus cher à faire venir. Mais on est, moi je dirais, je pense le meilleur souvenir, le show le plus impressionnant que j'ai pu voir. Je pense que ça reste celui de Rammstein, c'était en 2016, ouais, avec beaucoup de pyro, d'effets sur la scène. Vraiment, il y avait pour moi, c'était vraiment un des shows les plus poussés en termes de entertainment. Et quand les mecs ils viennent du coup de Rammstein, ils ont déjà une idée de scénographie précise, ils viennent avec des codes que vous devez respecter, ou est-ce que vous leur faites des propositions artistiques avec des shows de lance-flammes ou des choses comme ça? Comment ça se... Non, nous là-dessus, on est, la scène, ça reste leur terrain de jeu en fait. Ok, nous, ok. on monte la scène pour eux. Ok. Voilà, avec des prestataires qu'on a, on reçoit en fait en amont du festival un rider, Ouais, bien sûr. Technique. Et c'est là un peu leur liste de doléances. Voilà, il nous faut telle lumière en telle quantité, telle puissance électrique, etc. Donc c'est à nous et à nos équipes d'étudier tout ça et de le mettre en place pour que le jour J tout soit prêt. Et eux après viennent avec leur matériel, leur décor, parfois aussi leur matos lumière justement, ils viennent avec tout ça. Donc on s'adapte à leurs besoins et l'idée voilà c'est de répondre vraiment à toutes leurs demandes pour que le show soit respecté et que le public puisse en prendre. J'imagine. Et puis ce qui est compliqué, c'est que si tu as 10 groupes sur une scène et que tu as 10 riders différents avec des décors différents la même journée, ça commence à devenir un peu compliqué à gérer. Pousser les murs des fois. Ouais, j'imagine. C'est un peu ça, mais on a la chance d'avoir des scènes assez grandes avec beaucoup de dégagement, donc ça permet voilà de changer les décors. Avec l'invention des roues, c'est parfait. Bien sûr. Ça permet de bouger un peu les décors. Mais oui, effectivement, on s'adapte d'abord au plus gros et ensuite on voit ce que le reste veut. D'ailleurs, du coup, un groupe comme Rammstein ou alors The Offspring que j'ai vu qui était passé récemment, même Metallica, enfin c'est des noms qui sont assez énormes quoi. C'est quoi l'ordre de grandeur d'un tarif pour faire venir Metallica ou Rammstein sur un festival? Parce que je présume qu'il faut quand même leur donner envie de venir au-delà de la scène artistique quoi. Ouais, c'est beaucoup d'argent effectivement. Alors je peux pas donner de chiffres exacts parce que c'est confidentiel, mais c'est au-delà de 300 000 euros, c'est au-delà de 400 000 euros. Ouais, c'est même plus. C'est même plus quoi. Ouais, sur des groupes maintenant, de ce calibre-là, pardon, on arrive facilement aux millions d'euros, voilà, voire même plus des fois. Donc après voilà, il faut aussi comprendre pourquoi c'est ce prix-là, parce que en fait c'est pas un million qui, par exemple, revient aux 4 membres du groupe. Bien sûr. On va se partager 250 000 euros. Non, il y a des coûts de production en fait sur une tournée qui sont intrinsèques là-dessus. Donc on est par exemple la location des camions, des tourbus, des décors. Il faut aussi du coup une masse salariale parce qu'il y a des techniciens. Enfin les groupes viennent avec leurs techniciens, leurs ingé lumière, son, etc. Donc il y a toute une production vraiment. Une équipe à accueillir et donc ça coûte forcément beaucoup d'argent sur la route quoi. Donc il y a une cohérence en fait, les tarifs ils évoluent parce que le niveau de prestation et de standing global évolue avec le niveau de famous des groupes, donc forcément il y a une cohérence là-dessus. Et puis t'as aussi l'inflation avec l'évolution des prix du carburant, des vols, etc. C'est toute une chaîne aussi qui se répercute là-dessus. C'est un milieu vraiment hyper intéressant, le milieu du métal et du rock. Il y a beaucoup d'histoires un peu folles, il y a beaucoup de mythes sur cette histoire. Parfois, c'est des éléments sataniques. Les gens ils peuvent avoir peur parfois, alors que c'est un milieu qui est rempli de gens qui sont bienveillants. Mais ça doit être hyper intéressant de voir ce qui peut se passer en backstage. La vraie question étant, à quoi ressemble une loge de hard rocker avant de passer un concert? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce qu'il y a des trucs un peu loufoques? C'est très loin des stéréotypes, hein. Effectivement, on s'attend à avoir une loge un peu dans les stéréotypes qu'on peut avoir il y a même aussi quelques années. Mais non, globalement, la tendance, c'est des groupes de plus en plus calmes, quoi. On a beaucoup moins de demandes de farfelus en termes d'alcool, notamment là-dessus. En termes d'alimentation, on a beaucoup de groupes qui sont maintenant végétariens ou véganes. Ok. Ouais. C'est devenu hyper healthy en fait. C'est une nouvelle génération qui reprend la main et du coup, c'est devenu presque. Des c'est plus rock, quoi. Presque. Ouais, et puis en plus, c'est des groupes qui vieillissent, donc c'est des groupes aussi qui font un peu plus attention à leur santé. C'est des groupes qui sont énormément sur la route, donc en fait c'est comme un sportif, hein, il faut s'entraîner. Bien sûr, c'est sûr. C'est comme si tu faisais un match tous les soirs, donc il faut être aussi en forme physiquement et mentalement. Donc c'est aussi des groupes qui qui font un peu plus attention à eux, on va dire, par rapport à d'autres années. Donc non, c'est assez calme et non, tu peux avoir des demandes juste.
tu vois de certains produits. Alors pas de produits trop exotiques non plus, mais tu vois des bonbons, etc. Des choses Bon, comme bah, ça. ça Une eau jusqu'à qui là, ça vient de va. tel pays, etc. Donc on essaie de faire attention aussi justement là-dessus pour. T'as quand même vu des rituels un peu particuliers ou spéciaux avant de monter sur scène, des mecs qui étaient dans leur bulle, qui faisaient des chants, des cris, enfin, je sais pas. Tu Ouais, vois des trucs un peu improbables? Nous c'est un peu le moment où on les laisse vraiment tranquilles, donc J'imagine. ils sont dans leur bulle vraiment comme tu dis. C'est un peu comme moi je fais le parallèle beaucoup avec le monde du sport. Il y a un peu ce côté rituel C'est sûr. avant l'entrée sur scène, comme avant tu rentres un match, ouais effectivement. Donc non, bah ça peut être certains qui se mettent une playlist, je sais pas, années 80 pour se chauffer, ou qui se mettent les Spice Girls ou autre. Enfin, justement, il y a plein de groupes justement qui écoutent d'autres styles musicaux pour se chauffer un peu, pour s'ambiancer. J'adorerais voir un groupe de hard Et metal qui écoute du ouais, Spice Girl avant de monter sur scène. Ah, ça, il y en a beaucoup. Tout ce qu'on le croit. Et non, après c'est aussi ouais, tout un rituel vraiment aussi pour se concentrer, se mettre aussi se fermer un peu du monde extérieur et rentrer Bien dans sûr. son, Est-ce que t'as sur des la anecdotes scène, un peu improbables, des trucs qui vous est arrivé dans l'orga, on s'était parlé rapidement en Ouais. amont, des soucis de groupe qui viennent pas, des choses comme ça, comment vous gérez quoi? Ouais, bah c'est un peu notre le cœur de notre métier, c'est d'être prêt pour l'imprévisible. Ah, c'est sûr. Donc c'est toujours très compliqué à envisager parce que tout peut arriver. Non, le souvenir que j'ai un peu le plus frais, ouais, c'était sur l'édition 2023. En fait, on devait accueillir Incubus, donc il y a un groupe de rock américain assez connu qui devait jouer voilà aux alentours de 17h sur la main stage 2, donc vraiment pleine journée, beaucoup de monde voilà qui les attendait. Et en fait, une heure avant, on a eu on a le Toubib qui a débarqué dans la loge parce qu'en fait le chanteur avait une extinction de voix. Ok. Donc autant dire que c'était un peu compliqué. Donc ils ont dû annuler malheureusement, ce qui vraiment il n'y avait plus aucun son qui sortait, donc autant dire que chanter c'était impossible. Donc un peu panique à bord. Oula, Incubus annule, ok, qu'est-ce qu'on met à la place? Le concert est dans 1 heure. Enfin tous les groupes jouent, les autres sont pas prêts, on va pas basculer. Enfin c'est trop compliqué de basculer d'un groupe comme ça. Et puis en fait j'ai eu un éclair, je me suis dit mais attends, il y a un groupe là, Crazy X, avec qui on avait fait justement la tournée warm-up l'année d'avant, qui devait jouer sur une petite scène du festival, et donc je me suis dit ouais bon, ils doivent être dans le coin, je les connais, c'est un peu des punks qui peuvent débarquer comme ça, ils font le taf quoi. Donc je les appelle, je fais bon les gars, vous êtes dans le coin et tout, ils font ouais qu'est-ce qui se passe et tout, vous voulez jouer dans 45 minutes là sur la main stage devant 60 000 personnes. J'ai eu, je pense, 5 secondes de blanc. Et ils m'ont dit ok, on arrive. Et ils sont déboulés en van, donc de l'autre bout du site. Ils sont arrivés en van, ils avaient tout leur matos, ils sont arrivés comme ça. Alors ils avaient le minimum, ils avaient juste leur guitare et puis cymbales. Mais nous, on a préparé tout le matos, les amplis, la batterie et tout. Ils se sont installés, hop, 5 minutes de soundcheck. Trop bien. C'est parti, ils ont envoyé la patate. Et puis. Et ça s'est bien passé, c'était cool. Ça s'est bien passé, ils ont fait un concert de malade. Puis pour eux, ça a été une super opportunité parce que du coup. C'était un petit groupe et puis là ça les a mis en lumière sur même en donc je les remercie encore parce qu'ils ont sauvé un bon créneau, sinon on se retrouvait un peu sans rien pendant 1 heure, donc c'était un peu dommage. J'imagine. Là-dessus. C'est bien de s'adapter, c'est un peu notre job. Ouais, c'est le cœur du métier, je pense. Ouais. C'est un peu t'as beau prévoir tout ce que tu veux, il y aura toujours un petit grain de sable qui rentre dans la machine, et l'idée c'est que c'est pas que le grain de sable fasse tout sauter. J'ai vu dans l'After Movie 2018 que tu m'as envoyé une arène de catch. Ouais. Et je me dis, est-ce que vous faites des combats de catch lors du festival? Alors on n'organise pas de combat de catch, en fait c'était un groupe allemand qui proposait en fait une sorte d'animation. En gros ils faisaient mi-concert, mi-match de catch. Et en fait t'avais une animation avec des catcheurs et derrière un groupe de trash qui jouait, donc du coup hyper drôle. C'était un peu pour ambiancer le public. Alors ça on l'a fait sur une scène le mercredi, parce que nous on ouvre le festival le jeudi. Et le mercredi on ouvre une partie du site pour que les campeurs puissent arriver. Ok. Pour limiter l'afflux sur le jeudi aussi. J'imagine. Et donc il faut aussi bien les occuper. Donc on cherche toujours un peu des animations un peu drôles pour les occuper. Bon là on a arrêté du coup cette partie catch, mais maintenant on fait un concours de air guitare. Ok. En lien justement avec toute notre warm-up. Donc c'est assez drôle aussi. Il y a des bonnes animations on va dire. Trop bien. J'imagine. Il y a le fameux Wall of Death, où il y a tous les gens qui se séparent dans la foule et qui finissent par revenir ensemble au centre. Vous avez parfois il y a énormément de groupes du coup de hard rock ou de metal qui le font, avec le nombre de gens qui est officiel. Vous avez parfois des accidents, ça arrive. Comment est-ce que vous les gérez? Il y a déjà eu des morts sur. Non, justement c'est tout
la beauté de ce public, c'est que c'est un public très respectueux, qui fait vraiment, qui est très bienveillant l'un vers l'autre. Et on a la chance, voilà, d'avoir un code, on va dire. C'est-à-dire que dès que tu vois quelqu'un tomber dans un Wall of Death, faut le relever tout de suite. C'est la base de la base. Voilà, c'est vraiment même dans un pogo ou autre, dès que quelqu'un est à terre ou en difficulté, il faut tout de suite le protéger et l'extraire au plus vite de la situation. Donc non, on n'a jamais eu de problème grave, on va dire, dans le public là-dessus, heureusement. Donc on est content, ouais, d'avoir. C'est surtout grâce au public qui est respectueux, voilà, on a la chance d'être un style musical, voilà, avec des codes. Donc en fait, quand tu acceptes cette musique, tu acceptes aussi les codes qui vont avec. Forcément. Sinon, ça marche pas. Et donc pour les nouveaux, bon, il y a un petit temps d'adaptation des fois qui peut être nécessaire, mais en général ça marche plutôt bien. Et on n'a pas d'accident. Et puis bon, après on est sur des petits bobos, voilà, des chevilles foulées parce que voilà. Ça fait partie des aléas du métier, ça, à la limite. Exactement. Ouais, c'est bon quoi. Il y a un mythe qui circule. On écouterait du Céline Dion ou Macumba du camping à 2h du matin. Est-ce que tu peux nous raconter un peu effectivement ce que c'est que le Macumba et comment ça se fait que dans un festival de hard rock, il y ait plein de gens qui écoutent du Céline Dion à 2h du matin? Ouais, c'est un peu le paradoxe de ce festival. Alors le Macumba, pour resituer, donc ça a été monté par un groupe de festivaliers. C'est en fait une boîte de nuit off dans le camping. Donc c'est l'after de l'after. Et c'est eux qui le créent. C'est eux qui le créent. Voilà, ils sont viennent au camping toutes les années. Voilà, nous on leur réserve toujours un peu la place chaque année parce qu'ils ont une place un peu dédiée qui est pas trop proche de non plus tous les autres campeurs. J'imagine. Donc on est dans une zone où on sait que c'est un peu la teuf. Et donc en fait ils installent des barnums, voilà, petite sono rapide. Et puis bah c'est le Macumba, donc c'est un peu le spécialité années 80, 90, 2000, que des trucs plutôt populaires et on va dire pas du tout liés au métal. Donc tu peux tomber sur du Francky Vincent, sur du ABBA, sur du AA, sur bref, tous les classiques hors métal quoi. En fait. Toutes les musiques que tu passes normalement en soirée plutôt, on va dire. Et on est à 10 000 lieues de. Et ça marche hyper bien. Et ça marche, ouais, ça a son petit succès. C'est hyper drôle. D'année en année. Puis bah, en plus, il y a une petite affinité. Bah, tu vois, tous les médias en parlent de plus en plus. Donc forcément, chaque année, t'as de plus en plus de monde qui veut y aller. Et non, bah, c'est assez cool. C'est un truc vraiment qui s'est créé par les festivaliers. Donc nous, on n'a pas mis la main dedans. On laisse le truc aussi se gérer tout seul et ça se passe très bien. Donc non, bah, je pense qu'il faut un peu leur sas de décompression après avoir écouté du Brutal Death toute la journée. C'est sûr. Non, mais c'est bien surtout qu'il y ait la capacité pour les festivaliers de pouvoir se réapproprier aussi le festival, avoir une sorte de co-construction ensemble et qu'ils fassent des moments qui sont. Enfin, c'est dans le storytelling du festival, c'est quand même hyper drôle d'imaginer qu'il y a un espace où les festivaliers ont eux-mêmes créé un moment de fédération. C'est hyper cool, quoi. Ouais, bah nous, ça a toujours été un peu le leitmotiv du festival, c'est qu'on est. Toute l'équipe quasiment a d'abord été soit festivalier, soit. A été à l'origine du Hellfest et du coup il y a vraiment cette culture de la scène. On a été festivalier en fait avant d'être organisateur de concerts, donc on sait aussi ce que c'est. Et donc je pense que c'est important aussi de laisser un peu une part d'impondérable et de se laisser le public s'approprier les choses parce que c'est comme ça aussi que tu arrives à avoir vraiment des festivaliers qui sont engagés auprès de. C'est sûr, fidèles et puis qui ont envie et qui passent un moment qui est génial, quoi. Comment on gère un camping de festival de fans de métal? Est-ce que c'est différent d'un autre camping? Est-ce que c'est parti? Dis-moi tout. C'est un peu différent. Alors ouais, ça demande beaucoup de monde déjà parce qu'il faut. On a quasiment une vingtaine d'hectares de camping. C'est énorme. Donc il faut quand même. Tout ça, le sécuriser, le surveiller. Il y a combien de gens qui dorment au camping? Alors nous, on est à 60 000 personnes par jour. On estime à peu près un peu moins de la moitié. On est à 30 000 personnes, je pense, sur le camping. Et c'est vraiment une demande du public d'arriver un peu les mains dans les poches, de pas être trop loin non plus du festival, mais d'avoir en fait pas avoir à se trimballer tout le matos nécessaire. Donc ça permet de venir vraiment tranquillement. Donc après, il faut sécuriser tout ça. Donc ça demande pas mal de moyens en termes de sécurité, de régisseurs, voilà. Ça veut dire qu'il y a combien de douches pour 30 000 festivaliers? Enfin, c'est des questions bêtes, mais j'ai pas révisé ce chiffre-là. Mais... j'ai pas révisé, je sais. C'est pas une interro, mais c'est, enfin, j'imagine que c'est toujours on rentre vite dans un ordre de grandeur qui est toujours un peu démentiel. Ouais, c'est construire une ville en fait. On s'est posé le truc, on s'est dit en fait, on monte le centre-ville de La Rochelle en 2 mois pour ça vive pendant 5-6 jours. Et après, il faut le démonter en 3 semaines, 1 mois. Mais j'imagine. Donc, comme une ville, voilà, il faut des accès à l'eau, des accès routiers, de la logistique, de l'électricité, de l'eau potable, de l'eau usée, etc. Forcément. Donc, il y a plein de choses à gérer.
Et ça devient quasiment un travail de gestion d'une ville, quoi. Vous le montez, vous le démontez chaque année, ou vous avez quand même des choses qui restent en périn? Parce que j'imagine que du coup, il y a quand même des liens que vous avez avec la ville, parce que vous le faites régulièrement. Par exemple, on voit souvent toute une allée justement avec une petite partie food court où il y a justement tous les décors un peu à la Hard Rock Café. Ouais. Tu vois, toute cette grande allée avec l'arbre, qu'on etc. appelle Camden un peu, qui est le LCT. Ouais, tout ça par exemple, typiquement, c'est des trucs que vous Alors reconstruisez ça, chaque non, année. c'est Comment Alors, en fait, tout ce qui est container sur site, voilà, on a beaucoup de déco sur des containers, ça reste. Ok, Donc ça évite de bouger les containers chaque année j'imagine. là-dessus. Mais sinon, on a aussi des réseaux électriques qui sont enfouis. Des pipelines de bière aussi, parce que pour alimenter tous les bars, on fonctionne avec Vous avez un pipeline de bière? Ouais, on a 4 km de pipeline de bière. Ça, c'est hallucinant. On est le plus grand bar de France, hein. On a quasiment 5000 hectolitres de consommation. Donc, c'est ce que c'était une des questions que j'allais te poser après. C'est un peu de logistique, voilà. J'imagine, mais vous avez carrément créé un pipeline avec un espace de réserve où vous mettez ça. En fait, c'est tous les bars. Un pipeline qui permet d'alimenter les principaux bars où il y a beaucoup de débit. Et en fait, on a des camions citernes de bière qui arrivent, on se plug directement là-dessus et puis c'est parti. On va jouer très rapidement, mais un petit jeu vrai ou pas vrai par rapport à des trucs qu'on peut entendre sur le Hellfest. Alors, vrai ou pas vrai, les métalleux sont la population la plus sympa au monde. Alors, t'avais déjà un petit peu répondu. Mais... je pense que c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais, nous on a très peu d'incidents sur le festival. Alors, par rapport à il y a quand même des choses qui se passent, mais on n'a pas par rapport à la proportion par rapport au nombre de festivaliers. C'est très faible par rapport à d'autres festivals ou même par rapport à la population générale. Donc j'estime que nous on a un public très très sympa et très respectueux. Donc je n'hésite pas à le dire. Ok. Vrai ou pas vrai, on peut se faire tatouer au Hellfest? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, il y a un stand de tatouage où à 15h tu peux qui te s'est faire fait une tatouer petite le logo perruche du festival. Ouais. Un autre signe et tout autre que tu veux. C'est sympa. Et ça fait partie de la culture aussi du métal. Et c'est quoi? C'est des trucs qui sont gratuits, qui font partie du global quand on arrive en expérience dans le festival, ou c'est un truc que les mecs payent en plus? Non, c'est ça en plus. Hein, ça, on va. C'est un stand spécifique dédié. On travaille avec des professionnels, des tatoueurs qui savent aussi qui savent gérer les normes d'hygiène, notamment en festival. C'est pas les meilleures conditions. Je me doute. Pour se faire tatouer non plus des fois, donc voilà, il faut aussi s'entourer de pros. C'est sûr. Vrai ou pas vrai, vous vendez du coup plus de 350 000 litres de bière en une édition? Ouais, c'est même plus. On arrive quasiment à 500 000 maintenant. Mais c'est énorme. J'arrive pas à me rendre compte de ce que ça convient. Ça doit faire combien de piscines? Ça doit faire au moins une piscine olympique. Ouais, on a arrêté de compter en piscine, je pense. Mais on a un public qui aime la bière. Hein. C'est pareil, ça fait partie un peu de la culture de cette musique. Alors, je saurais pas dire pourquoi. Mais on a un public qui boit beaucoup, mais qui sait se tenir aussi. C'est aussi la particularité. Ouais, vous avez pas trop d'incidents avec des gens. Ça arrive. On a très peu de. T'as toujours quand même quelques comas et tout, mais c'est vraiment des gens qui savent se tenir, qui connaissent leur corps, leur consommation. C'est aussi le fait peut-être que c'est un public plus âgé. On a une moyenne d'âge de 35 ans sur j'allais te demander, sur le Hellfest, donc on n'est pas vraiment dans le mode biture dès le matin ou de boire ta bouteille de vodka au camping. On n'est pas trop là-dessus, non, c'est plutôt un public qui aime bien consommer et qui aime bien les bonnes choses, quoi. T'as des personnes âgées qui viennent au Hellfest? Ouais, on a de plus en plus, pas de plus en plus, mais on a un peu cette particularité. On a des festivaliers maintenant qui viennent par famille. Donc tu vas avoir le père qui vient avec son père, qui vient avec son fils aussi. Donc des fois on a 2, 3, voire 4 générations qui viennent ensemble. Avec des petits bouts de chou aussi qui viennent. Alors nous on a interdit le festival au moins de 6 ans parce que c'est pas adapté pour eux, visuellement au niveau du son. Bien sûr. Et du coup on est plutôt sur une musique qui se transmet maintenant de génération en génération. Donc il y a vraiment ce côté passion et en fait envie de transmettre cette passion auprès des enfants. Donc c'est cool, quoi. Ça permet de faire des beaux moments entre familiaux, quoi. C'est clair. Vrai ou pas vrai, on peut se marier au Hellfest? Oui, alors on peut plus maintenant parce qu'on avait une animation en fait avec un de nos partenaires qui avait fait une chapelle, donc c'était avec Jägermeister. J'avais un collègue qui faisait ça aussi. Qui du coup montait une chapelle éphémère, où tu pouvais te marier au Hellfest. Bon alors c'était pas officiel, hein, c'était un peu pour le moment, pour le fun, quoi. Mais c'est pas encore Vegas. Non, c'est pas encore Vegas. On n'a pas des mini ou des mini Elvis qui font le prêtre, quoi. Mais c'est quand même sympa. C'est dommage que vous ayez arrêté du coup. Ouais, on réfléchit, on a plein d'idées un peu
un peu débiles, faut trouver la place pour les faire après. J'imagine. C'est quoi pour toi la meilleure édition que vous avez faite et pourquoi? Est-ce que tu as vraiment un souvenir impérissable d'une année particulière où ça s'est hyper bien passé, où vous avez fait des super décors, les artistes étaient géniaux Ouais, il y a toujours un peu, chaque édition est particulière parce qu'il n'y a pas je dirais, une édition qui se dégage plus d'autres. Il y a eu des jalons, on va dire, dans l'histoire du festival, 2014, où c'est la première année où le festival était complet avant le début. Après, il y a eu l'édition 2022 où on a fait 2 week-ends. Voilà, ça a été un jalon aussi important. On a eu aussi. Vous avez fait 2 week-ends? Ouais, en 2022, parce que pour rattraper le Covid, Ok. on a fait 2 week-ends, ouais, histoire de pour rattraper un peu le manque. Et c'était full sur les 2 week-ends? C'était full sur les 2 week-ends, donc bon là on a explosé les records, on a fait quasiment 500 000 festivaliers, plus de 300 groupes accueillis, donc ouais c'était énorme. 7 jours de concert au total. 2 fois plus de boulot aussi, quoi. Ouais, tout, ouais. Ouais. T'as fallu beaucoup dormir. Donc ouais, on a bien dormi après, mais non, après je dirais chaque édition est meilleure que la précédente. En fait, on apprend, nous on est vraiment dans cette logique d'apprendre de nos erreurs et de toujours trouver, voir ce qui a pas marché et de l'améliorer l'année d'après. En fait, c'est vraiment notre philosophie dans Hellfest et on essaie de le faire à chaque fois. C'est un festival qui est autofinancé, c'est-à-dire que tout début au lancement, c'est un collectif qui a décidé de lancer. Ouais, c'est une association qui a lancé le Hellfest et surtout, je pense que le festival faisait un peu peur, peut-être aux politiques publiques. J'imagine, au début, c'est pas efficace. Il y a pas mal de stéréotypes autour de cette musique, voilà. Donc ça a pas permis d'avoir des subventions dès le début, donc ça a été très très dur au lancement. Mais ça s'est plutôt joué en la faveur du festival parce qu'il y a eu une édition justement où il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont été balancées sur le festival, notamment qu'on était festival sataniste, etc., qu'on faisait du blasphème, bref. Et ce qui est totalement faux. Et donc ça a fait une belle pub parce que c'est des propos qui ont été reliés jusqu'à même l'Assemblée nationale et tout. Donc il y a un député Bad buzz, good buzz en fait. Ouais, il y a un buzz quand même. député à l'époque, Patrick Roy, qui a pris la défense du festival, qui a fait un discours à l'Assemblée pour défendre justement cette musique, montrer qu'on avait la chance d'avoir un Hellfest en France, des groupes comme Gojira qui marchent à l'international. Et donc ça jouait en notre faveur parce que du coup ça apportait une lumière médiatique sur le Hellfest qu'on n'aurait pas pu avoir en faisant un fonctionnement normal. Donc oui, il y a eu des détracteurs, mais maintenant voilà, tout le monde est plutôt ok pour dire que le Hellfest est quand même un très bon festival. Tu parlais tout à l'heure de la partie Covid, on va juste faire 2-3 mots dessus qui étaient quand même importants, c'est qu'effectivement la partie Covid pour les festivals c'était hyper compliqué. Il y a 2 éditions que vous n'avez pas fait, je crois 2020, 2021. 2021, ouais. Et comment on s'en relève en fait? Là, tu as déjà une partie de réponse parce que vous avez fait un double festival en 2022, mais financièrement, ça doit être compliqué pour regarder les équipes et tout. Effectivement, ça a entraîné des pertes, surtout qu'on était en conflit à l'époque avec notre assurance qui voulait pas faire marcher la clause parce qu'ils estimaient que le Covid n'entrait pas dans cette clause d'annulation. Okay. Donc voilà, il y a eu une petite bataille judiciaire là-dessus, et puis surtout on a eu la chance d'avoir... nous on a fait appel à la solidarité des festivaliers dans le sens où on a dit, voilà, si vous avez... si vous voulez que le Hellfest perdure, il faut... garder vos places, donc on vous offre la possibilité de vous faire rembourser, mais on vous avoue que si vous pouvez garder vos places ça serait mieux. J'imagine. Donc c'est pour ça qu'on a fait un deuxième week-end en 2022, comme ça on a ouvert de la billetterie aussi pour les gens parce que comme le festival était complet. J'ai compris, d'accord, oui, forcément, bah ouais, bien sûr. Donc en fait nous on était dans le cas où vraiment tous les billets étaient vendus avant le festival, mais du coup alors ça nous permet nous à chaque année d'organiser au mieux parce que voilà, on part sur un budget qui est fixe, on n'a pas d'imprévu, donc c'est parfait pour un organisateur. C'est sûr. Mais du coup, si y a un pépin en cours de route et que c'est annulé et qu'il faut rembourser, nous on a engagé déjà beaucoup de frais. Bien sûr. C'est là où ça devient très compliqué. Oui, l'avantage que vous avez dans ce business-là du festival, entre guillemets, c'est que quand ça commence à bien tourner, vous avez effectivement la vente des places avant d'avoir lancé la production. Donc du coup, vous êtes assez confort sur les coûts que vous avez. Nous, on part sur un budget qui est établi, on sait vers quoi on peut tendre. Et c'est tout confort parce que je pense que la plupart de nos collègues sont plus dans le schéma inverse. C'est-à-dire où tu annonces, tu vends, mais bon, jusqu'au dernier moment. Tu sais pas si tu vas retomber sur tes, voilà, sur tes et donc pieds. derrière, tu sais pas non plus quels investissements tu peux faire. Tu as aussi des coups de poker que tu fais sur la programmation. Donc ouais, pour nous, c'est une situation très 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 agréable. C'est vraiment plus un événement est complet à l'avance, plus c'est forcément confort pour l'organisateur. On va parler un peu à venir, on va se projeter un petit peu. Ce serait quoi pour toi l'édition ultime? Est-ce que vous avez encore des rêves et de l'ambition qui est au-delà de ce que vous avez déjà fait? Parce que vous avez fait quand même pas mal. En termes de groupe, qui est-ce que tu aimerais inviter et qu'est-ce qui serait le next step pour toi pour level up un peu? On a toujours des groupes qui sont pas encore venus chez nous parce que ça marchait pas au niveau de leurs agendas ou
parce que c'est des groupes qui sont plus ou moins en hiatus, donc un peu compliqué, mais nous on a toujours lorgné sur des AC/DC, Ah, c'est sûr. des System of a Down, sur des Rage Against the Machine, voilà, des groupes qu'on espère un jour voir quand même chez nous. Mais voilà, ça prend du temps, parfois les négociations, faut tomber dans la bonne fenêtre de tir, et puis nous on fonctionne beaucoup avec des groupes américains, c'est des groupes quand même qui viennent de cette culture-là, et venir en Europe, ça implique pour eux aussi qu'il y ait plusieurs dates derrière. Donc il faut aussi qu'il y ait d'autres festivals sur le continent qui puissent faire des offres similaires aux nôtres, peuvent accueillir aussi les groupes comme nous. Vous parlez entre Donc, festivals pour imaginer de se dire tiens, on aimerait bien faire venir, je dis n'importe quoi, les Red Hot. Et en fait, ils vont pas venir s'il y a qu'une seule date, et vous prenez contact avec d'autres festivals pour justement. Ouais, bien sûr, ça c'est le travail plutôt des agents des groupes qui font ça, qui tapent le terrain, qui disent l'année prochaine. Genre à lui, t'es chaud, t'es pas chaud, etc. Donc lui, après, il va appeler 4, 5, 6, 7, 8 festivals. Et c'est comme ça qu'après, ils arrivent à monter une tournée, ou derrière, voilà, ils peuvent venir. Mais après, ça, c'est une discussion qui commence de plus en plus tôt. Hein. Nous, on est déjà en discussion pour 2026 sur des groupes. Ouais. Parce que maintenant, ça s'arrête jamais, en fait. Vraiment, les tournées, là, c'est vraiment devenu la source de revenus principale pour les artistes. Mais c'est sûr, ce que j'allais dire, l'industrie musicale, ça a quand même pas mal changé. Ouais. Du coup, maintenant, ça, c'est vraiment important pour eux. Maintenant, ils se reposent énormément sur le live pour vivre. Donc, ce qui explique aussi l'augmentation des prix des places, le prix des concerts un peu partout. Et donc, il faut, pour que ça marche, il faut que ça tourne tout le temps et que tu aies toujours de l'actu. Donc voilà, après, ça devient. On arrive aussi quand même des fois à des délires en termes financiers qui dépassent un peu l'entendement. Ouais, je comprends. Oui, mais en même temps, il faut. Enfin, de toute façon, on est dans un monde en ce moment où les prix commencent à pas mal exploser. À périmètre constant, on fait 2 fois moins de choses que ce qu'on pouvait faire avant aussi, donc il faut toujours être un peu créatif, et c'est un peu compliqué. Mais bon, ça nous oblige à être créatifs. C'est ça. C'est le. Ouais, et puis nous, on a la chance quand même d'avoir cette confiance du public, parce que nous, on vend tous les billets sans annoncer la programmation. Donc en fait, ça c'est fou. On les déçoit jamais. Enfin, on essaie de jamais les décevoir, parce qu'on est vraiment. Nous, on se met aussi vraiment dans la tête du public quand on organise. C'est vraiment l'idée, c'est de faire quelque chose qui va plaire, ou que nous on ait déjà envie d'y aller, quoi. Donc on se met quand même, on se prend pas la tête sur pas mal de choses pour que ça soit cool aussi pour le public, quoi. C'est sûr. À titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi du coup? Écoute, que ça continue, que là c'est cool, c'est une aventure humaine hyper enrichissante et intéressante, donc moi je suis très bien là où je suis, et j'ai hâte que ça continue. Voilà, c'est pas parce que les groupes vont peu à peu disparaître que il y a pas non plus une scène qui est vivante justement, et qui une nouvelle génération qui arrive. Donc c'est hyper intéressant. On est un peu à la croisée des générations là, donc je pense qu'il y a que du bien qui se présage. Ouais, il y a un côté dénicheur de talent aussi, pour les faire monter sur scène, les faire découvrir pour le public. C'est un côté un peu excitant, ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est notre rôle maintenant, c'est un peu devenu notre rôle maintenant, c'est de dire ok, on fait un pari sur ce groupe là, on les met à tel slot, telle heure, parce qu'on sait que ça va cartonner. On sent qu'il y a un truc et tout, et après ça marche ou ça marche pas, hein, c'est aussi le risque. C'est sûr. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on s'était dit. Ouais. Je conclurai juste en te remerciant déjà d'avoir pris le temps qu'on puisse échanger ensemble, c'était super. Cool. C'était très intéressant comme échange. Je dirais merci à vous de nous avoir écoutés aussi. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si jamais il y a d'autres questions que vous voulez poser à Eric, qui pourrait potentiellement du coup y répondre. N'hésitez pas également à nous mettre en commentaire si jamais il y a d'autres personnes que vous souhaiteriez qu'on interviewe. On est hyper preneurs de vos feedbacks et de vos idées aussi, pour essayer de vous proposer le meilleur contenu possible. Donc moi je vous dis merci, et à très bientôt. Au revoir.